Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Merci surtout à Fabien d'avoir accepté de répondre à des questions qui ne seront pas forcément au niveau des réponses, mais bon, on fera ce qu'on pourra. Je répondrai de mon mieux. Et en préambule, moi je voulais inciter, mais je pense que si vous êtes là, vous l'aurez fait, vous allez le faire, à aller voir l'exposition qui est juste à côté, parce que d'abord c'est un panorama aussi complet que possible, pas exhaustif, mais aussi complet que possible du travail de scénariste de Fabien Nury. Et que par ailleurs, à la différence de certaines expositions, il s'est donné le mal de commenter lui-même chacune de ses planches exposées, et que dans ses commentaires, il y a pratiquement tout ce qu'il faut savoir de son travail. Donc je suis un peu embarrassé parce que ça va m'amener à reposer des questions qui sont résolues dans ces textes de l'exposition. Voilà. Donc pour commencer, il faut... Effectivement, quand j'ai parlé hier avec Fabien de notre rencontre, je lui ai dit ça fait quoi, une trentaine de titres? Il m'a dit non, ça fait 40, mais en 12 ans. Sous-entendu, c'est pas si extraordinaire que ça. Or, 40 titres en 12 ans, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de scénaristes qui ont fait ça, mais en tout cas, cette espèce de... On en parlera, cette capacité à enchaîner dans des registres différents, avec des dessinateurs différents, qui est un autre sujet, je pense, de discussion intéressant, c'est quand même pas tout à fait banal. La deuxième chose qui caractérise le travail de Fabien Nury, c'est que c'est le 5e scénariste depuis l'existence du festival d'Angoulême à bénéficier, à recevoir le prix, enfin avoir le privilège d'une exposition personnelle, ce qui n'est pas rien. Et la troisième chose que je voulais dire à titre personnel, c'est que je pense, et je ne suis pas le seul, donc c'est pas un scoop, que Fabien Nury, et il va rougir, c'est sans doute un des 2 ou 3, peut-être le meilleur scénariste français aujourd'hui. Donc voilà. Et de tout ça, effectivement, il y a de quoi largement nourrir une conversation, d'autant que non seulement il écrit bien, mais il parle bien habituellement. Donc voilà. Je ne peux plus rien dire. Ça, c'est l'intro après laquelle on ne peut plus rien dire. C'était juste la petite séquence lèche-bot de façon à amorcer les choses de manière amicale. Alors, il y a une chose curieuse, c'est quand on va sur Wikipédia, tout le monde a sa biographie, sauf toi. La page est vide, c'est marqué vide. Donc, visiblement, les gens qui ont fait cette page ne savent pas qui tu es, ou qui tu étais avant de faire de la bande dessinée. Alors, je pense qu'il faut le dire rapidement, parce que c'est pas le plus important. Mais donc, tu as fait une école de commerce, tu as travaillé dans la pub. On peut en dire un peu plus sur ce thème-là, ou oui, c'était une erreur, ou c'était... Non, c'est... moi, je viens d'Ardèche, j'ai 38 ans. J'étais passionné de bande dessinée, de cinéma et de tout un tas de trucs dans mon enfance. Et puis assez souvent, les passions se perdent à l'adolescence. Donc le baby-foot a remplacé la bande dessinée et le cinéma, et c'est tout de même moins riche. Et puis j'ai fait des études parce que j'étais plutôt bon à l'école, et donc ça m'a amené en école de commerce. En école de commerce, on essaye de vous apprendre tout un tas de métiers dont aucun n'est sot, mais dont aucun ne me passionnait. Et donc je me suis dit que j'avais besoin de faire quelque chose qui fondamentalement me passionne. Donc je me suis mis à écrire. Le principe étant, si vous vous mettez à écrire aux alentours de 18, 20 ans, je sais pas, moi le truc que je me suis dit, c'est il faut que tu finisses ton truc. Le plus probable, c'est que ce sera nul. Mais finis-le. Si tu le finis, tu pourras en écrire 100 de plus. Si tu ne le finis pas, tu demeures un adolescent velléitaire. Et donc, je l'ai fini, et il était nul. Mais j'en ai fait d'autres. Et après, une fois que vous savez ça, en fait, dans la vie, moi j'étais en 2e année d'école de commerce, donc l'avantage c'est que ça peut vous projeter un peu partout, ce type d'études, et donc j'ai pu faire des stages. J'ai fait un stage chez Glénat, j'arrête pas de lui faire des blagues, je lui ai piqué plein de BD dans sa réserve, et puis là on apprend à fabriquer des BD, on apprend ce que c'est, parce qu'on est très ignorant en fait de ce que c'est que ça. À l'époque c'était avant la numérisation par exemple, et donc il faut savoir que les planches étaient livrées. Elles étaient, donc il y avait ce qu'on appelait des flashages, et on fait des films, vous savez, il y avait un film noir, un film jaune, un film rouge, un film bleu. Et pour nettoyer ça, à l'époque, on avait un cutter et on grattait le petit espace blanc entre les cases. Et donc on avait c'était avant l'ère du numérique, et donc on avait un truc de la matérialité des livres qui sautait aux yeux. Et on voyait l'auteur au début de la chaîne et toute la suite de la chaîne. Et donc j'ai persévéré dans cette voie en me disant que si je faisais de la pub, j'allais probablement rencontrer des gens créatifs.
ce qui a été le cas. Ça permet de rencontrer des monteurs, ça permet de rencontrer des graphistes et ainsi de suite. Et petit à petit, on s'achemine vers, si on continue d'écrire, le moment où on arrête son autre métier pour écrire. Parce qu'il faut savoir évidemment que même avec de la chance, entre le moment où vous commencez à écrire et le moment où vous arrivez à en vivre, il va se passer plusieurs années. Mais pour parler, en finir avec la pub, parce que c'est pas évidemment le plus essentiel, j'ai lu quelque part que tu avais dit: j'ai appris à synthétiser mon écriture dans la pub de 1999 à 2005, donc ça fait 6 ans. J'ai écrit 1000 spots radiophoniques. Donc je veux dire, c'est anecdotique, et non, parce que c'est aussi un exercice de rigueur. Oui, il y a un truc instructif en termes d'écriture sur ce type de choses-là, c'est que moi je faisais de la pub, j'étais bon qu'à vendre des films, en gros, ou des histoires. Je suis infichu de vous vendre un parfum. Ça, franchement, je ne sais pas faire. Mais c'était de la pub pour des films. Et donc, il s'agissait notamment de sélectionner les dialogues les plus accrocheurs du film, de constituer un petit montage et d'ajouter une voix off qu'on allait enregistrer. Et ce qu'on apprend en faisant ce type d'exercice, par exemple, c'est que le rythme de ce que vous dites est plus important que le contenu de ce que vous dites pour capter l'attention. Et ça, je m'en suis servi, ainsi que des enseignements de montage pendant toutes les années qui ont suivi en termes d'écriture. Oui, c'est vrai. Alors, il faut évidemment commencer, dirait la palisse, et tu commences par un livre, enfin un premier tome d'une série qui s'appelle « Je suis Légion ». Le pitch, comme on dit, est assez curieux, puisque en gros, vas-y, dis-le. C'est une série qui est fantastique, surnaturelle, qui tourne autour d'un principe surnaturel. C'est la notion de sang parasite. C'est-à-dire que ce serait du sang doté de conscience, et si on vous transfuse avec ce sang, la conscience vient avec. Donc, quelqu'un, ce sang, en fait, c'est l'identité de l'individu, peut passer de corps en corps et ainsi être éternel, ou se répartir entre plusieurs corps qu'il possède à tour de rôle, et ainsi obtenir un pouvoir extrêmement important. Et moi, j'ai placé ça dans le cadre de la mythologie de Dracula. Comme c'était le sang parasite, ça permettait de faire du vampire et du vampirisme sans les dents pointues, sans les gousses d'ail, sans la cape rouge, sans tout le reste, mais par contre, c'était de placer ça dans un contexte hyper réaliste. Et l'idée pour l'univers, c'était parce que ça paraissait pas déjà assez noir, c'était de placer ça dans le monde des services secrets entre l'Angleterre et la Roumanie, et un peu l'Espagne, en 1942. Donc là, vraiment, on était dans du noir de chez noir. Et je crois qu'il y avait déjà instinctivement l'envie de confronter une forme de mal fictionnel à une forme de mal historique. Et ça a donné ça. Et puis accessoirement, et je peux le dire ici, c'était aussi, j'avais adoré un bouquin qui s'appelle L'échiquier du mal de Dan Simmons, où il est question de vampirisme psychique. J'avais beaucoup aimé aussi un nanar des années 80 qui s'appelle Eden, où un parasite qui ressemble à une sorte de bigorneau géant passe de corps en corps. Et ce principe du passage de relais était tout à fait fertile. Et il me semble que le mélange espionnage fantastique sur ce principe-là marchait bien. Alors on a fait 3 albums comme ça. Il y avait quand même une dimension qui a été un peu polémique, c'est que les nazis avaient un rôle à jouer dans ça, qui a gêné certains commentateurs, certains critiques, qui disaient: est-ce qu'on a le droit, le pouvoir de jouer entre guillemets avec ça? Oui, déjà se poser la question du réalisme. Ah, mais vous avez le droit de raconter n'importe quoi avec des nazis, Indiana Jones, quoi. Enfin, ça s'est fait. Hellboy, ça s'est fait. Il y a même toute une sorte de littérature pulp autour de l'ésotérisme nazi et ainsi de suite, etc. C'est des sous-genres, pas forcément les plus riches. Mais comme la série était très réaliste, ça pouvait gratter un peu, quoi. Ça pouvait être un petit peu dérangeant. Alors on a essayé de faire attention à ce qu'on disait pour finir. Et pour finir, on essaye de réinstaurer la primauté de l'horreur historique sur l'horreur fictionnelle. C'est-à-dire que le policier qui a résolu absolument toute l'enquête et machin, et qui sait ceci, etc., on s'en fout parce qu'au même moment, il y a Auschwitz, et voilà, et ça s'arrête. Et c'est Churchill qui lui dit: mais on s'en fout, quoi. Et donc, mais ça, je me posais de façon
peut-être balbutiante, toutes les questions qu'on se pose quand on fait de la fiction historique. Je continue à me les poser d'ailleurs. Quand tu dis balbutiante, tu considères aujourd'hui que si c'était à refaire, il y aurait beaucoup de choses à changer, quoi. J'aime bien Je suis Légion, c'est une série qui a bien marché, qui a une bonne répute, quoi. Ça a vraiment sa réputation, quoi. Oui, je sais que je changerai un certain nombre de trucs, mais ça c'est des détails techniques, je pense qu'on va pouvoir aborder ça plus tard. C'est très déshumanisé, c'est très très froid. Le principe même de pouvoir passer si vous passez d'un corps à l'autre, est-ce que vous englobez les émotions et les souvenirs de votre nouveau corps d'accueil ou pas? Est-ce que ça influe sur votre personnalité ou pas? Il y avait des moyens, probablement littéraires, que je n'avais pas à l'époque, de traiter la sphère émotionnelle de ça. Et moi, je l'ai quand même rendu super froid, parce que moins j'avais des personnages humains, plus ce principe de transfert devenait facile à manipuler. Donc vous avez quelque chose qui consomme énormément d'intrigue, et je dirais qu'il y a un petit peu trop d'intrigue pour trop peu d'émotions. Et ça, c'est souvent des soucis de jeunesse, quoi. Quand on est jeune, on est persuadé que tout le monde est aussi passionné que soi par ce qu'on écrit, que donc les infinies complexités vont les enchanter, et il arrive qu'on laisse du monde sur la route, quoi. Voilà. Et par ailleurs, et après on va passer à la suite évidemment, mais par ailleurs, il y avait une dimension de cette bande dessinée que tu as, comment dirais-je, pris en charge de manière beaucoup plus directe par la suite, qui est le rapport au dessinateur. C'est-à-dire que là, tu étais un scénariste débutant et avec un dessinateur avec qui tu avais eu assez peu d'échanges pour des raisons, par des raisons pratiques, puisqu'il était loin. Oui, et donc, en fait, là, tu as fourni un scénario sans avoir vraiment à discuter du dessin. Et si je précise ça, c'est qu'effectivement, par la suite, et ça sera sûrement une des questions, enfin des thèmes intéressants à développer, c'est ton rapport avec les dessinateurs et la manière dont tu ne te contentes pas d'être le scénariste et que le dessinateur ne se contente pas d'illustrer ton scénario. Donc c'est ça qui est très intéressant dans la suite du travail, mais peut-être qu'on va avancer par rapport il y a beaucoup de choses et de titres et de livres et de parcours à faire, donc on va passer à la suite et on arrive là sur une série West qui a fait 6 volumes, si je me souviens, 6 volumes, et là c'est un travail d'abord beaucoup plus ambitieux par l'ampleur du parcours, et puis peut-être plus ambitieux par la démarche qui était de inscrire un genre dans une époque très, très précise, qui est le tournant du 19e, 20e siècle aux États-Unis, et donner à ce western une dimension fantastique. C'est-à-dire déjà mixer les genres, faire des hybridations que tu vas faire par la suite de manière assez, pas systématique, mais assez fréquente. Et en même temps, c'est la première grande série que tu signes et qui te met en face de comment on maîtrise 6 albums et une aventure qui se développe sur un laps de temps très important. Alors, pour être honnête, on a fait alors West, ce qui est très important, c'est que c'est coécrit avec Xavier d'Horizon, qui est mon pote. Et Xavier, quand on a commencé West, il avait déjà fait les 2 premiers albums du Troisième Testament, qui est un gros best-seller mérité. Et du coup, Xavier, il m'a mis le pied à l'étrier. Et en fait, le premier West, on l'a fait avant Je suis Légion, mais ça participe du même système, à savoir d'essayer d'infuser du fantastique dans d'autres genres connus pour voir ce que va produire ce mélange. Et du coup, ça crée, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais ça crée des monstres. Et West est un joli monstre. Alors après, la grosse spécificité aussi de West par rapport à Je suis Légion, c'est que West, ça s'étale de 2003 pour la sortie, mais 2000 pour l'écriture du premier album. Jusqu'en 2011. À 2011. Et en fait, en 10 ans, ça change du tout au tout les priorités ou la vie d'un auteur. C'est d'ailleurs un truc assez marrant, vous lisez des intégrales où vous passez 4-5 heures sur un truc. En fait, c'est 15 ans de la vie du bonhomme. Et on voit bien qu'il a changé. Alors West, il y a une grande évolution entre le tome 1 et le tome 6, c'est clair. Est-ce que tu peux, à partir des planches que je vais faire défiler, il y en a une dizaine, commencer à expliquer comment ton intervention de scénariste, alors peut-être pas tout de suite là, dépasse le scénario et entre dans une discussion de fond sur la mise en scène. Si, j'ai un truc à dire sur celle-là d'ailleurs, parce que en fait, comme on est souvent quand je dis monstre pour West, c'est aussi parce qu'il est bicéphale. Donc vous avez 2 auteurs, 2 jeunes auteurs. On est généreux, on s'entend bien, on essaye de se laisser de la place. Vous commencez West, il y a la locomotive qui ne s'arrête pas en gare de Montparnasse, etc. Ça, c'est une intro de Xavier d'Horizon.
C'est épique, c'est spectaculaire. C'est le fameux accident de la gare Montparnasse. Voilà, l'incident de la gare Montparnasse. Et là, vous avez une scène beaucoup plus trash de violence domestique, qui est beaucoup plus liée au genre polar. Et ça, c'est la deuxième intro, et c'est l'intro de Fabien Nury, en fait. Et dès ces premières séquences, l'aspect bicéphale est là, et l'espace de West va essayer de se trouver entre ces deux séquences-là. Donc là, on entre dans une dimension avec un personnage qui est irréel ou qui est fantastique, qui n'est pas dans... Et ça va être une constante dans toute la série, c'est-à-dire qu'il intervient, le vaudou, il intervient une dimension... surnaturelle qui décale un petit peu une action qui par ailleurs est une action d'aventure, j'allais dire classique, non, parce qu'il y a quand même une vraie invention, mais une aventure codée, on va dire. Oui, et ce qu'on n'avait pas prévu aussi, c'est que c'est une aventure qui va mettre en scène des véritables événements historiques. Au début, on s'était dit, on va faire un western fantastique, tu ne vais pas trop se soucier d'histoire précise. Mais dès le cycle 1, on s'est retrouvé avec des personnages réels. Donc le mélange devenait encore plus, quelque part, compliqué. Et là, par ambitieux. exemple... Là, ce que ça vous dit, c'est que ces deux scénaristes étaient jeunes et ne savaient pas couper dans leur texte. À tel point que leur dessinateur, qui lui était moins jeune et avait beaucoup de métiers, a dit que ceci n'était plus de la BD mais du roman illustré. Et donc il a sorti les textes des cases. Parce qu'en plus, c'est super compliqué, parce qu'on raconte un flashback qui raconte une exploration et un rite qui se serait passé en Mésopotamie, mais le texte, il raconte pas du tout la même chose. Le texte, il raconte une légende qui se passe 2000 ans avant, etc. Parce que les jeunes auteurs se sont un petit peu fait des nœuds à la tête. Mais c'est pas très grave, au sens où ça vous prend du temps pour le lire, mais ça sert juste à, entre guillemets, faire monter la sauce autour du méchant. Et à la fin, vous avez la petite case du gars qui nous rappelle que c'est un type qui est en train de nous raconter toute cette histoire. Donc, on essayait déjà de faire des récits gigognes où on allait avoir une histoire dans l'histoire dans l'histoire. Le fantastique, c'est aussi des légendes qui remontent à loin. Vous avez besoin d'essayer de créer des mythologies. Donc, c'était cet exercice-là. Oh, puis là, c'est de l'icône pure, quoi. On les appelait les sicaires, c'était les grandes figures fantastiques. Le cycle 1, il était assez naïf dans son approche du fantastique par rapport aux autres, mais du coup, ça lui donnait une certaine force dans le fait de mobiliser ce type d'icône. Et je me souviens que Xavier, il était beaucoup sous influence Hellboy. Voilà. Xavier, il était sous influence Hellboy, et moi, j'étais sous influence Hellroy. Et qui n'a fondamentalement rien à voir. Mais comme on était de bonne volonté, on mettait beaucoup d'énergie à faire fusionner ça. Et vous avez écrit jusqu'au bout ensemble ? Jusqu'au bout, ouais. Les 6. Ah ouais. Ça, évidemment, c'est de l'action pure. Ça, c'est action pure, fin du premier cycle. Alors, c'est de l'action totalement pure et fantastique, alors que ça se passe à l'exposition panaméricaine de Buffalo en 1901, où un vrai président des États-Unis a été vraiment assassiné. Donc, on essaye de relier ça à un complot. Alors, là, on est à Cuba. Donc c'est le deuxième cycle. Ouais. Moi, j'aime bien le cycle cubain parce que le mélange des genres est culturellement favorisé par la présence du vaudou naturel dans le lieu. Au fond, le premier cycle de West, on pourrait le faire avec que de l'hypnose. Ça donnerait genre un film qui s'appelle Un crime dans la tête, The Manchurian Candidate. Ils arrivent au même résultat avec de l'hypnose. On va en parler des références cinématographiques. Parce que... Et là, le vaudou, ça marche mieux. Et l'univers s'y prête plus, et la compréhension des enjeux politiques est moins naïve. Il y a quand même un enjeu moral sur cette occupation américaine. Il y avait un truc qui était vraiment passionnant, c'est que Cuba a failli devenir un État américain, et que donc il s'agissait quand même de nationalistes résistants qui employaient le vaudou comme arme. On voit ça. Là, j'en profite par rapport à ce que tu es en train de dire à l'instant. L'idée que tu dis, je ne suis pas un inventeur d'histoire, c'est-à-dire qu'en gros, tu as toujours besoin d'une base de faits réels, de contexte réel, et on verra avec Il était une fois en France qu'on va beaucoup plus loin. Là, on est vraiment dans l'histoire. Cette nécessité d'avoir c'est quoi, c'est un manque d'imagination ? Alors, je sépare... C'est pas très sympathique comme question, mais... Ouais, non, mais ça va, je me le reproche assez, donc j'ai l'habitude... Non, je pense que j'ai de l'imagination, même plein, mais ce que j'ai moins, c'est de l'invention. C'est différent, imagination et invention. Moi, je pense que je suis assez bien armé pour relier les points, pour extrapoler à partir d'une réalité. Le fait de prendre cette période, tu faisais allusion à l'assassinat du président McKinley, je crois, au début du XXe siècle, tout ça, ça se met en place dans ta tête avant
de servir de toile de fond à ce que tu as vraiment envie de raconter? Au début, on essaye de raconter un truc, on prend des notes et tout, mais c'est plein de clichés, c'est plein d'envies qui sont issues de vos propres obsessions. Mais quand vous êtes jeune, c'est quand même issu de vos lectures de jeunesse ou de vos visionnages de jeunesse essentiellement. Et ce que j'ai découvert rapidement, c'est que c'est les vertus de la documentation. La documentation vous offre tellement plus. Vous vous dites, tiens, on va pas aller à Haïti faire du vaudou, on va aller à Cuba faire de la santeria. C'est à la fois nouveau et familier. Ça marche. Quand vous découvrez que c'est au terme de cette aventure, en 1902, qu'une concession a été concédée aux États-Unis par Cuba pour perpète, pour le prix de $2000, et que cette concession s'appelle Guantanamo, vous n'êtes pas capable d'inventer ça. Et vous commencez à vous dire, il faut que je me serve de toute cette histoire-là pour nourrir mes histoires. Simplement parce que c'est très supérieur à tout ce que je pourrais inventer. Alors on est fantastique pur, début du 4. Et alors pareil, si vous faites du fantastique, vous employez de l'icono religieuse. Alors là... Ça marche. Ouais, Tu dirais que c'est un cliché? Le premier grand roman fantastique, c'est la Bible, quoi. Et on en reviendra toujours à ça, du moins en Occident. On fera jamais mieux. Ben non, je crois pas. C'est le best-seller intemporel. Et accessoirement, les religions, on va dire panthéistes, type vaudou et santeria, utilisent elles-mêmes des sortes d'équivalences, c'est-à-dire que je ne sais plus quel nom, mais c'est un vrai dieu qui est, en termes d'imagerie, il y a un syncrétisme, vous comprenez, c'est-à-dire que c'est quand même, il y a beaucoup de populations qui viennent de beaucoup d'endroits différents dans un endroit comme Cuba. Et il y a aussi des Espagnols qui amènent du catholicisme à bloc. Et en fait, ils donnent un autre nom à la Vierge. Voilà, c'est une forme de religion résistante. On admet qu'il y a la statue, on admet qu'il y a un dieu, mais si je la renomme, c'est mon dieu. Ça n'est plus la Vierge. Et du coup, on essaye d'exploiter ça. C'est ce qui fait, quand je dis que le terreau est plus propice dans le deuxième cycle, c'est que l'univers se prête bien à la croyance. Et la croyance, franchement, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que je crois? C'est la seule question fondamentale du genre fantastique. Et donc là, on avait un bon terreau pour qu'il y ait fantastique, histoire et politique qui se mêlent. Ce que je trouve personnellement assez fascinant dans ce que tu expliques, c'est à quel point non seulement la recherche documentaire, mais aussi la réflexion sur un certain nombre de choses, comme tu es en train de le faire, est digérée, entre guillemets, dans un scénario et dans une action qui ne s'attarde pas dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté de faire, entre guillemets, intelligent. C'est-à-dire, et ça, je trouve que c'est une constante dans le travail que tu as fait depuis le début, c'est-à-dire, j'allais dire, de digérer ta culture ou tes recherches dans une forme qui est avant tout là pour faire plaisir au lecteur, quoi, pour parler très bêtement, très platement, et évidemment, c'est plus subtil que ça. Ça vient d'un truc avec Xavier qu'on avait vraiment en commun, et le fait est qu'on a une culture qui est tout de même assez anglo-saxonne. Et ça veut dire, il y a une grande force de cette culture-là, c'est qu'on ne mélange pas discours et narration. J'ai un truc à vous dire, et alors? Et c'est pas dit qui vous intéresse. Encore aujourd'hui, vous êtes venu. Bon, peut-être je peux vous dire un truc, quoi. Mais sinon, c'est pas parce que ça m'intéresse que ça vous intéresse. Mais si je vous amène au point où ça vous intéresse, si je vous amène à comprendre mon discours sans même vous l'avoir asséné, si par l'anecdote, par la métaphore, le nombre de paraboles employées, justement, etc. Tout ça, il s'agit de rendre digeste un discours. Et donc, effectivement, on est, avec Xavier, des sortes d'obsédés de la narration. Tout est dans la narration, sinon on fait un autre métier, sinon on fait des essais. Voilà, la dernière image de... syncrétisme, syncrétisme mais à bloc. Là, vous avez piéta inversé, vierge aux larmes de sang, foule en liesse, drapeau cubain hissé pour la première fois de l'histoire de Cuba. Parce que quand même, Cuba est devenu indépendant aux alentours de 1900-1902. On se dit qu'on a bien bossé quand on arrive à une planche qui contient tous ces éléments de manière à peu près naturelle, que normalement, elle est censée susciter une émotion pour ceux qui ont lu toutes les précédentes, et il y a quand même très très peu de dialogue. Il y a beaucoup moins de dialogue que sur les planches du premier cycle. C'est ce que tu as expliqué, c'est que tu as appris, en marchant,
à simplifier, à élaguer de façon à laisser respirer les images, à laisser les images parler, ce qui évidemment, a priori pour un scénariste, c'est frustrant de ne pas mettre sa parole sur les images. Or, c'est une manière de faire parler les images. Un jeune scénariste met en scène des personnages qui parlent de ce qu'ils ont à faire. Et un scénariste qui mûrit met en scène des personnages qui font ce qu'ils ont à faire et en parlent le plus rarement possible. Ouais. Bonne définition. Alors là, on arrive... J'ai choisi exprès une image qui n'est pas une image de bande dessinée, mais qui est dans la bande dessinée. Donc, je pense que tout le monde ici sait de quoi il s'agit. C'est donc Il était une fois en France, 5 tomes. 6 Ah, j'en ai oublié. Non, je les ai lus. Hein. Ouais, je sais. Et donc, qui est l'histoire. Et là, on entre, je pense à tout point de vue, c'est un tournant dans ton travail. On entre dans un travail, dans une histoire, dans une entreprise, parce que c'est vraiment une entreprise à long terme, qui est de raconter la trajectoire absolument hallucinante et peu crédible, sauf que c'est totalement vrai, historiquement parlant, d'un monsieur qui s'appelle Joseph Joanovici et qui a été, je vais le faire évidemment de manière très caricaturale, collabo à fond et résistant à fond. Et donc cette espèce d'ambiguïté absolue de ce personnage qui a été le pire des salauds et à la fin plus ou moins un héros, et ça se termine mal pour lui d'ailleurs. Et qui plus est, parti de rien. Voilà, en plus un culte, revenu à rien. Un culte, illettré, etc., devenu richissime sous l'occupation et revenu à rien et fini misérablement. Et alors là, on est dans un cas de figure, j'allais dire classique de la bande dessinée, qui est la bande dessinée historique, à ceci près que ce personnage entièrement vrai ne correspond absolument pas au héros des bandes dessinées, c'est-à-dire où on a besoin quand même de repères relativement stables pour savoir quoi en penser. Et je dois dire que la grande réussite, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, parce que c'est quand même, on peut dire, une série best-seller, la grande réussite de cette série, qui n'était pas évidente au départ, c'est de partir donc d'une situation assez improbable en termes de scénario, pour en faire quelque chose qui devient une histoire palpitante, l'histoire d'un homme qui a traversé l'époque de manière totalement unique. Voilà. Alors le point de départ de Il était une fois en France, c'est encore une fois des lectures, j'imagine, toujours. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est une vraie rupture dans ma carrière, mais même dans mon existence. Je me souviens de avant et après. Il était une fois en France, avant, pendant et après. Il y avait eu une autre rupture en fait, mais elle n'est pas visible en BD parce que c'était pas sur de la BD. Mais il se trouve qu'avec Xavier, on avait écrit un film qui s'appelait Les Brigades du Tigre, qui pour le coup était un remake d'une série et qui pour le coup n'était donc pas fantastique. C'est un vrai polar historique. Et ça a été l'occasion de faire deux choses. La première, c'est d'apprendre à marcher sans béquilles, c'est-à-dire sans arguments fantastiques pour rendre tout intéressant. Premier truc, une béquille en moins. Deuxième truc, de s'intéresser à l'histoire de France et de la police en France, donc du crime en France, et d'arriver à comprendre que ces techniques, disons-le, anglo-saxonnes, on n'était pas obligé de les cantonner à des univers anglo-saxons. Parce que quand vous voyez Je suis Légion ou Ouest, ça vous saute aux yeux de ce truc qui sent son Hollywood à plein nez. Il était une fois en France exploite finalement des armes d'un autre Hollywood, beaucoup plus classique, mais les transpose dans un univers qui, lui, nous appartient, à nous. Et on s'aperçoit qu'on peut et qu'on a nos mythologies. Et alors, là, il y avait vraiment quelque chose. Et puis, évidemment, le point clé, c'est de tomber sur un texte où, en gros, moi, je cherchais du gangster à la Borsalino, hein, et tomber sur un personnage comme ça est un petit miracle. Voilà. Après, il y a beaucoup de boulot pour essayer d'être à la hauteur du destin du mec. Et parce qu'il y a des thèmes, on va peut-être en parler, qui sont quand même très, très graves dans cette série. Et le personnage est vraiment problématique. Mais pour moi, c'est vraiment le sentiment de pouvoir marcher sans béquilles, se débarrasser d'un certain nombre d'armures. Non, le héros n'a pas besoin d'être beau. Non, je n'ai pas besoin de scène d'action. Non, je n'ai pas besoin de fusillade. De devenir adulte, en fait. Et le personnage offrait tout ça parce que, en plus, lui, en tant que perso, c'est un mec qui est quand même assez machiavélique. Et moi, scénariste, donc je faisais beaucoup d'intrigues compliquées. Mais là, ce mec, il produisait de l'intrigue en tant que personnage. Son truc, c'était de toujours avoir un coup d'avance. C'est un homme imparfait. Je trouve que c'est une très très bonne définition. C'est un homme imparfait qui a de bonnes raisons de s'en vouloir et qui retrouve ou perd sa dignité au gré des choix qu'il est forcé de faire. Et donc là, on a vraiment un personnage qui est, j'allais dire, pratiquement aux antipodes de ce qu'est un héros de bande dessinée.
évidemment, je ne vais pas caricaturer en disant que la bande dessinée synthétise, réduit et simplifie les personnages, mais là, on est vraiment très très loin de ce qu'on peut faire, même de ce qu'on appelle un anti-héros. Donc c'est quelqu'un... Tu as eu des doutes à un moment donné dans la manière de le manipuler, entre guillemets, pour le rendre, malgré tout, passionnant. Parce que ce qu'il faut dire, pour les gens qui ne l'auraient pas lu, c'est que jusqu'au bout, on est accroché par ce personnage. Et jusqu'au bout, on ne sait pas si on l'aime ou si on le déteste. Et alternativement, on l'aime et on le déteste. Et ça, c'est quand même un boulot assez peu fréquent dans la bande dessinée. Bah, du coup, j'ai passé 4 ans de ma vie à être persuadé que ça ne pouvait absolument pas faire une bonne bande dessinée. Et là aussi, il y a eu un autre petit miracle, c'est que donc on prend beaucoup de notes, et surtout sur une histoire là où on se dit, celui-là, il est vrai de chez vrai. Si je vous raconte des trucs dans West, même s'il y a un personnage secondaire qui est un personnage historique, vous avez aucun doute sur la fausseté, le plaisir purement fictionnel de tout ce qu'on vous raconte. Non mais là, on vous raconte la vie d'un vrai mec. Et quand il va y avoir des morts, parce qu'il va y en avoir, c'est des vrais morts. Et ça change tout. C'est pas des morts de papier. Donc il y a un sentiment de responsabilité. Et le miracle, c'est que j'ai pris confiance et notamment j'ai rencontré Sylvain Vallée. Et Sylvain, c'est donc le dessinateur. Et lui, en quelque sorte, la France des années 40 aux années 60, et un certain type d'humanité des personnages que je vais associer à autant Lara, Clouzot, jusqu'à Lautner, Verneuil, il porte ça en lui. Il leur ressemble même physiquement. Son phrasé leur ressemble. Il habitait déjà ce monde avant de me rencontrer. Et la proposition qui lui a été faite de raconter ce destin l'a transcendé, clairement. Et avant, il faisait Gilles Saint-André, qui est un très bon polar et une très bonne série en dessin purement réaliste. Et là, il est revenu vers quelque chose de plus caricatural. En fait, un autre genre de réalisme, un réalisme français, quoi, qui dit que si je prends des photos de vous ressemblez plus au dessin de Sylvain Vallée qu'à ceux de William Vance. Et c'est pas sûr que la comparaison soit... Enfin, oui, sauf, bon, certains d'entre vous ressemblent peut-être mais ça demande beaucoup d'entraînement physique aussi. Et c'est un grand dessinateur, William Vance, mais ce type de réalisme-là est une convention. Et avec Sylvain, on a appris à se débarrasser d'un certain nombre de conventions en faisant confiance à notre histoire. Et notre hantise, c'était de ne pas être compris. Notre hantise, par exemple, c'était même à notre insu... De ne pas être compris, vous, ou que le personnage échappe... Clairement, le personnage, il pose un problème au sens où le personnage pourrait parfaitement faire l'objet d'un pamphlet antisémite. Et comment vous faites? Et la question se pose au scénar, elle se pose au dessin. C'est quelqu'un qui est typé physiquement. Et je vous assure qu'un éditeur, il voit 17 pages de ce nez-là, et il s'inquiète. Légitimement, il se demande ce qu'on essaye de dire. Et donc on a fait très très attention, parce qu'il fallait être responsable, mais pas timoré. Il fallait quand même être aussi audacieux que le personnage et suivre ses pas. Et alors on s'est accroché comme ça, comme des bouées, à une ou deux scènes où, à partir de ces scènes, il ne pouvait y avoir aucun doute sur l'horreur de Vichy. Il ne pouvait y avoir aucun doute sur le Veldiv et sur ce qu'on pensait Il ne pouvait y avoir aucun doute sur le fait que ce personnage fait l'histoire à contresens. Là, tu venais de faire voir une planche où le mec, en plein exode, lui, il retourne à Paris. Il pourrait partir, mais il retourne à Paris. Physiquement, il rentre le trajet à contresens. Et il est à contresens de l'histoire. Et la scène qui était vraiment le pivot pour nous, elle est à la fin du 2, et c'est la scène du certificat d'arianisme. Et physiquement, il refait exactement le même trajet. Il y a une file de gens qui vont passer un examen médical. Le dit examen va probablement les envoyer à Auschwitz, enfin d'abord à Drancy et ensuite dans les camps de la mort. Et lui, il double la file, il obtient son certificat en trichant évidemment. Et par contre, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que il faut bien ressortir, il faut bien faire le chemin en sens inverse et affronter les regards et subir la honte. Personne ne lui fait de reproches. Les gens ont peur de lui. Mais lui est assez intelligent, assez humain pour se faire ces reproches-là. Et le fait de pouvoir faire ça visuellement et physiquement, sans que le mec soit beau, sans qu'il ait un flingue dans chaque main, il y avait la possibilité de rendre ça visuellement passionnant. À partir du moment où on a su ça, on se faisait confiance, j'allais dire, en tant qu'auteur adulte. Alors il y a quand même une question qui se pose, c'est dans une histoire dont le contexte est particulièrement tragique, on est tenu à un certain respect de la vérité historique. Sauf que, pour des raisons scénaristiques, pour des raisons aussi scénaristiques, on prend des libertés avec l'histoire. Donc ce n'est pas des libertés importantes,
mais c'est des libertés qui se posent... Enfin, la question de prendre des libertés avec la vérité à tel ou tel moment de l'aventure, c'est aussi mettre en cause quelque chose qui appartient à l'histoire. Donc, quelle est la marge? C'est une marge très compliquée, j'imagine, à fixer, ou est-ce que c'est intuitif, bêtement, jusqu'où je peux aller pour dramatiser, romantiser cette histoire qui n'est qu'une histoire intégralement vraie à 100%. Au départ, c'est instinctif, et on y réfléchit beaucoup, et beaucoup, et beaucoup, et après on obtient des conclusions qui peuvent changer. Mais d'abord, une fiction d'après des faits réels est une fiction. Et même si toutes les scènes, et je vais venir sur ce mot, sont supposées être vraies, le simple fait d'en avoir coupé d'autres, tout aussi vraies, c'est faire usage d'un point de vue, c'est mentir par omission, c'est fictionner. Donc à partir du moment où je simplifie, je dramatise, je fictionne. Donc là, on s'est dit qu'il y avait une seule chose à faire, c'était avertir les gens. Comme cette histoire, on pourrait la soupçonner de vraiment vrai de chez vrai, c'est-à-dire de dire « Ah, les gars, ils ont des sources, ils voudraient faire une thèse d'histoire », on a pris la peine de dire « Non, non, vous êtes des adultes, nous sommes des adultes, ceci n'est pas une thèse d'histoire, ceci demeure une fiction. Il y a des personnages réels, il y a des personnages inventés. » Et il y a beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle des composites. C'est-à-dire que si vous essayez de raconter la vie d'un mec, c'est l'annuaire. La vie de n'importe lequel d'entre nous, c'est l'annuaire. Le nombre de personnages mobilisés dans une existence est résumable en fiction. Donc quand vous avez 1, 2, 3, 10 policiers qui jouent on va dire des rôles similaires auprès de lui, vous en gardez 2 qui deviennent des composites. Et de même avec tout un tas de personnages secondaires. Cette dramatisation, ce compositing, en fait, vous entraîne à des fois utiliser des choses qui sont vraies, mais vous ne les avez pas mis au moment où elles se sont passées. Donc elles sont un peu fausses et un peu vraies. Et ce que je veux dire, c'est que c'est très important de séparer quelque chose contre lequel je lutte, c'est qu'on croit qu'il y a vrai et fiction. Ce serait binaire, 0, 1, 0, 1. C'est faux. Le 1 n'existe pas, parce que j'y étais pas, parce que personne ne l'a enregistré. Personne n'était là, par exemple. En fait, et même si des gens l'ont raconté, c'est un fait que cette phrase aurait été citée, ça a été rapporté par plusieurs témoins. Vois-tu Joseph, pour moi tu n'es qu'un sale youpin, au milieu d'un parterre de nazis, et le gars répond « Combien ça coûte de ne plus l'être ?» Ce qui fait rire tout le monde, et ça lui sauve la vie. Ça, des témoins l'ont rapporté. Oui, mais moi j'ai inventé la discussion qui précède. Donc j'ai fictionné. C'est partiellement vrai, partiellement faux. Le truc, il y a une infinité de grilles très claires, très foncées, entre ce blanc et ce noir, entre ce 0 et ce 1. Et le but d'une fiction historique, c'est précisément que vous ne fassiez pas la différence. Un jour, je me suis empaillé d'ailleurs avec un journaliste gentiment, mais il disait tu aurais dû mettre des astérisques, genre authentique. Vous savez, parce que déjà dans les romans, on lit authentique, etc. Mais je lui ai dit, mais je peux pas. Là, je la mets ou pas? D'abord, ça voudrait dire que si j'ai un certain barème, je vais mettre des astérisques à chaque page, donc autant ne pas les mettre. Et ensuite, si c'est un peu vrai et un peu faux, dans ce cas-là, hypothétiquement vrai, est-ce que je la mets ou pas? Il n'y a pas de réponse. Donc le seul truc à faire, c'est de vous avertir, de traiter le lecteur en adulte et de lui dire que s'il a envie d'ouvrir les mêmes bouquins que vous, il faut qu'il y aille. Tant mieux. En plus, je vais vous dire, les bouquins, j'en ai lu quand même un certain nombre sur Joseph Janovici, mais ils ne sont même pas d'accord entre eux, alors que ce n'est pas des fictions. C'était bien ça qui m'intéressait. Mais tu as dit une fois, dans une interview, que tu cherchais à être crédible plus qu'exact. Oui. Voilà. Donc en gros, on peut dire que ça résume un peu la démarche. Ouais, parce qu'un des grands modèles que j'ai, qui m'a beaucoup influencé dans l'écriture, c'est ce roman d'Elroy qui s'appelle American Tabloid, qui vous raconte toute la présidence de Kennedy. Honnêtement, la moitié des personnages, je ne sais pas s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Comme le bouquin m'a vraiment fasciné, moi j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir. Et les pires dingues et les trucs qui me paraissaient les plus saugrenus étaient souvent vrais. Quant à d'autres, j'ai découvert que c'était effectivement des composites et ainsi de suite. La réussite du livre est que je ne sais pas la part du vrai et du faux. Et donc c'est ce type de réussite qu'on essaye précisément de prolonger. D'où la nécessité de l'avertissement. J'ai pas besoin de vous avertir avant Je suis Légion, ni avant Silas Coren, ni avant tout truc mettant en scène un héros de fiction. Mais on a averti pour celui-là et pour Staline. Et pour celui-là, c'était particulièrement important. Enfin, je veux dire, il suffit à cause du contexte. À cause du contexte, à cause des thèmes, à cause des horreurs évoquées, à cause des choses réelles qui font que
Lui encore, c'était un morceau symbolique. Je passais à ça parce que je voulais poser une question. Le problème avec ce sujet, c'est que c'est beaucoup des gens qui parlent par définition, et qu'il y a un peu d'action et des règlements de compte, mais le besoin d'une planche comme ça, je fais juste une parenthèse, qui d'ailleurs est une parenthèse dans le récit, enfin pas une parenthèse, mais disons, elle se suffit elle-même, elle ne fait pas avancer l'action totalement. C'est quoi? C'est pour faire respirer le récit ou... Là, on est dans l'action pure, quoi. L'idée, quand vous arrivez sur de l'humain, donc sur un certain type de polar qui vous amène sur quelque chose de plus humain, c'est que l'effet produit sur le personnage par l'événement, vous avez l'événement et vous avez l'effet produit sur le personnage, son émotion. Dans un récit comme celui-là, l'émotion devient plus importante que l'événement lui-même. Le plus important dans la planche, ça n'est pas le type qui meurt. Désolé pour lui. En l'occurrence, lui, c'est un mort de fiction. Mais on emploie un mort de fiction pour dire ce n'est pas ça. Le plus important, ce sont les yeux, parce que ça, c'est le déclencheur de la culpabilité qui va permettre à cet homme de prendre tout un tas de décisions importantes. Donc le plus important, vous avez quelqu'un qui regarde quelque chose. Le plus important, en l'occurrence, c'est celui qui regarde. C'est pas ce qui se passe. Pourtant, ce qui se passe est très spectaculaire et choquant. Donc ça passe en douce. Mais ce qu'on voit après, ce sont directement les conséquences du mec qui a envie de boire un coup, qui s'en veut, parce qu'il sait, lui, que ce type et d'autres sont morts par sa faute. On est dans l'ambiance Paris de la collaboration, c'est ça? C'était un bordel. Ça s'appelait le One to Two parce qu'il était au 122 quelque chose, et c'est un bordel qui a fermé en 1946. Aujourd'hui, je crois que c'est le musée de la maroquinerie. Et il paraît que c'était un endroit absolument dingue. Il y avait la chambre paysanne où ils changeaient le foin tous les jours. Que tu regrettes de ne pas avoir connu, c'est ça? J'ai pas connu, mais beaucoup de gens allaient au One to Two, et Joan Novici était connu pour arroser tout le monde au One to Two. Et donc là, ce qui avait de marrant, c'est qu'il croise à un moment, le docteur Petiot. Parce qu'il y avait des sortes de petits... Voilà. Donc là, le personnage change de camp, puisque c'est symbolisé par le brassard FFI qui va le faire basculer de l'autre côté officiellement. Il va se montrer comme tel. Ce qu'il a fait, le mec, c'est qu'il a acheté le tissu pour fabriquer les brassards. Comme ça, il est sûr d'avoir le sien. Mais ça reste ambigu. Oui, absolument. Et l'impression qu'on a, c'est que cette bande dessinée, cette série-là, était truffée de pièges. De pièges, on en a parlé, on les a évoqués. À quel moment il y a eu des doutes où on s'est dit, vous êtes dit, l'éditeur s'est dit, est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce que c'est problématique? Est-ce que... Parce que moi, je me souviens, quand le premier tome est sorti, il est sorti avec beaucoup d'interrogations. C'est qu'est-ce que ça va donner? Bon, il se trouve que c'est devenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un best-seller, mais c'était pas évident, quoi. C'est ça que je veux dire. Un personnage pas sympathique, une période archi couverte par la bande dessinée. Donc tout ça était a priori des écueils. Des écueils. Mais on avait vraiment confiance dans l'incroyable destin de ce mec. Le truc important, c'est quand plus c'est grave ce dont vous parlez, mieux il vaut faire un plan, savoir où vous allez. Donc nous, on avait un plan détaillé des 6 albums au moment où on a commencé le premier, quoi. Donc au moins là, vous savez vraiment où vous allez. Et d'ailleurs, au début du premier, vous avez la fin de la série. Donc comme ça, on est sûr, on se met un objectif clair. On va peut-être bifurquer un peu, mais à la fin, on ira là. Ça, c'était très important. On a flippé au 1, parce qu'en plus, non seulement le sujet était compliqué, mais il était une fois en France. On aurait pu dire que, putain, il y avait un côté, il se mouche pas du coup de ces petits cons, quoi, pour qui ils se prennent. Il était une fois l'Amérique, c'est ça l'idée? Et ouais, enfin, ça fait bon. Ouais. Et c'est un titre magnifique. Il était une fois en France, et je suis bien content que personne ne l'ait trouvé avant, quoi. Voilà. Mais notre idée, c'était, nous, on ne sait pas si on est à la hauteur, mais le destin de ce mec le mérite. Alors, on va essayer de se hisser à la hauteur et on va s'accrocher avec une foi de charbonnier à ça. Et à partir du 1, ça y est, c'était bien, les gens ont compris ce qu'on voulait faire. Et comme dans le 2, en plus, il y avait ces fameuses scènes du certificat d'arianisme, on savait. On savait qu'on pouvait travailler en confiance et qu'il fallait continuer dans le même et approfondir dans le même type de travail, mais que, en tout cas, il n'y aurait pas de grands méchants malentendus. Voilà, c'était ça qui était important pour nous. Après, on avait de plus en plus confiance et on se connaissait de mieux en mieux. Et donc c'était de plus en plus, c'est assez trash, hein, les scènes de cette série. Ce qui est assez intéressant, je pense, c'est que c'est une série qui est très dramatique. Qui est considérée comme extrêmement noire, et parce qu'elle est très violente dans la mesure où la violence est réaliste.
Dans West, il y a des milliers de morts dans West. Je crois qu'à un moment, dans le 1, on empoisonne un quartier entier de New York. Et tout le monde s'en fout. Honnêtement, ça ne vous secoue pas 2 secondes. Mais c'est le privilège de la bande dessinée de pouvoir. Avec des vrais gens, mais même au cinéma, la planète Booze attaque la Terre, détruit l'Arc de Triomphe et machin. Combien de fois on a vu ça, des scènes de destruction massive? Les mecs, ils se font des papouilles à la fin, ils sont tout contents. Et ça ne vous fait pas mal. Mais quelqu'un qui se pète le doigt, ou quelqu'un qui est malade, ou une violence réelle, une violence qui a des conséquences. C'est-à-dire, si quelqu'un traitait le simple fait que oui, tu t'es fait tirer dessus, peut-être que quelqu'un ne marchera plus jamais. Plus le barème de la dureté, de la violence, c'est la réalité, c'est le réalisme. Et donc c'est pour ça que cette série a été vécue comme étant très, très dure, parce qu'elle était beaucoup plus réaliste et crédible que d'autres. Malgré un dessin qui était par moments plutôt caricatural. Oui, mais sauf que la caricature est en fait un moyen d'accéder à plus de réalisme. C'était un réalisme caricatural. Voilà, c'est-à-dire que, honnêtement, c'est des pages super réalistes, ce qu'il fait. Au début, dans le tome 1, il y a encore des petits trucs sur son dessin. Ouais. Franchement, il part de haut, le mec, Sylvain. Mais les derniers petits trucs, les proportions des personnages, les physiques, le typage de dessin sont entièrement réalistes. Et pourquoi les visages sont un petit peu caricaturaux? Parce que ça permet à Sylvain de les rendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus expressifs. Et donc d'avoir une infinité de petites émotions subtiles que normalement vous n'avez pas en BD. Et donc dans le récit, on peut intégrer ce qu'on appelle des cases de réaction, des cases de silence, des cases d'émotion. Et c'est une très grande chance. Dans l'expo, on peut regarder ça sur les tomes 5 et 6 particulièrement, où il y a de moins en moins d'action, parce que la guerre est finie, les gens vieillissent et meurent. Et Sylvain sait faire ça. Il y a très peu de mecs qui savent faire ça. Donc on est là tout à fait ailleurs. Alors, au niveau des dates, c'est compliqué parce que le début de la série, disons c'est 2009, je crois, quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est dans l'ordre si on prend le premier tome. Mais après, ça se chevauche un petit peu parce qu'il y a plusieurs titres qui paraissent en même temps dans les mêmes dates. Alors l'or et le sang, là on est dans le plaisir de l'aventure pure, c'est-à-dire un genre, le récit d'aventure exotique, mais, une fois de plus, avec un fond historique très précis qui est la guerre de 14, puis très vite la guerre du Rif, c'est-à-dire la première tentative d'indépendance du Maroc et la manière dont 2 anciens soldats amis de 14 vont se retrouver là-bas et tenter non seulement de changer de vie, mais de mener une lutte qui, a priori, ne les concerne pas beaucoup, qui est la lutte d'indépendance marocaine. Alors là, on est... Je dis le plaisir de l'aventure, le plaisir pur de l'aventure. Ça vient d'où? C'est quoi? Voilà un genre qui est quand même ultra codé, aventure exotique. Mais moi, je vais me servir de ce fond historique qui va me permettre de caser tout ça. Alors, il faut rendre à César, c'est mon pote Morin de France. Et moi, on est allé au Maroc plusieurs fois, on est copains d'enfance. Et au Maroc, il y a plus de 20 ans, on avait rêvé de raconter une histoire de potes qui partiraient à l'aventure. Et Morin a défriché, Morin a trouvé la guerre du Rif, etc. Et a essayé d'en faire un manuscrit qui n'est pas arrivé jusqu'à publication et qui était fondamentalement très différent de ce qu'on a fait. Et on est reparti ensemble de l'idée originale pour raconter cette histoire. Le truc, c'est nous, on adore, bon, les gens auront noté que j'adore le polar, j'adore aussi l'aventure. Et l'aventure classique, au sens Kipling, Stevenson, Conrad, London, ou en film, ce serait David Lean ou John Huston. Et les mecs, ou Hugo Pratt en bande dessinée. Ou Pratt, évidemment, en bande dessinée, ou Bernard Prince. Je vais appeler ça, et c'est pas c'est de l'aventure pré-Spielberg. C'est un autre rythme. Et vous acceptez plus de lenteur, vous acceptez plus de longueur, vous acceptez des histoires qui peuvent être à la fois aventureuses et noires, etc. C'est pré-Indiana Jones. Indiana Jones, c'est une vraie rupture dans l'histoire du genre aventure, tout média, parce que je suis incapable de dénombrer les bandes dessinées qui doivent tout à Indiana Jones. Alors on a essayé de partir avant parce qu'on adorait L'homme qui voulut être roi, Il était une fois la Révolution et tout un tas de... Alors le truc qui est marrant avec l'aventure, c'est que vous pouvez être sur un sujet hyper proche du polar,
En l'occurrence, là, on part de la guerre, donc on était déjà dans la guerre avec Il était une fois en France, mais là, vous êtes au cœur de l'action, vous avez la pétoche, et en fait, l'aventure, c'est se débarrasser de l'intrigue. Le nerf de la guerre en aventure... Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que là, il va y avoir un trafic d'armes, par exemple, dans ce truc. Si je vous le fais en polar, le trafic d'armes, je vous le verrouille sur 30 pages, détail après détail, tel lieu, tel endroit, comment esquiver la douane, comment esquiver les concurrents, comment esquiver... On l'a fait en 2 pages, là. Par contre, on a pris 8 pages pour l'habiture. Et le moment où les mecs décident de partir ensemble. Voilà l'habiture. L'habiture, c'est une séquence qui dure 8 pages, parce qu'on a regardé la définition classique d'un aventurier, et un aventurier... Il y a 2 définitions que j'aime bien. C'est un homme qui renonce à la société pour suivre sa propre quête. Ça, c'est une bonne définition d'aventurier. Et une autre, c'est un homme dangereux parti pour des terres inconnues. On voulait faire ça. La guerre a produit des hommes dangereux. Donc, généralement, vous avez d'anciens soldats qui deviennent aventuriers. Et là, ce qu'on adore... Ancien soldat, c'est juste une planche sur 14-18. Ils deviennent amis dans les tranchées, dans un trou d'obus. Voilà. Et le Corse dit à l'aristo, on survivra pour se faire pirate. Quand je dis juste, il y a un aristo et un prolo. Hein, donc oui. là, on est quand même dans des archétypes. Des archétypes complets. Traditionnellement, les deux personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer et que les circonstances vont se rencontrer, ça va devenir les meilleurs amis du monde. Donc voilà l'habiture. Oui. Des années après, le Corse vient le voir et au lieu de parler de son plan minutieux pour vendre des armes aux rebelles rifins, etc., mais non, il se beurre la gueule, il parle du hérisson alcoolique qui était leur mascotte. Comme il voit bien que l'aristo, il a des problèmes avec sa femme, ils partent en bordée dans un endroit proche du Wentutu. Tu as vu, je sais pas ce que j'ai avec les bordels, mais ça fait partie du genre. C'est ton problème. Et ce qu'il y a d'assez beau, c'est le matin, l'aristo, il dit donc, en fait, en gros, t'es venu me taper, parce que oui, le Corse, il n'était pas venu chercher son pote, il était venu chercher le pognon de son pote. Et le gars dit, le pognon, tu l'auras pas, sauf si tu m'embarques. Parce que ça y est. Parce que le titre du tome 1, c'est l'appel du large. On s'en fout, on part. Ce sera dangereux, ça finira mal, il y aura des souffrances et des larmes, etc. On s'en fout, on ne peut plus rester là, c'est invivable. Cette envie, d'ailleurs, c'est le nerf de l'aventure. Et après, on part sans connaître les conséquences, mais les conséquences sont généralement plus grandes que nous, et on devient quelqu'un d'autre. Et l'aventure nous change, et elle peut devenir spirituelle, et ainsi de suite. Et c'était vraiment essayer de suivre ce cheminement. Disons, un cheminement du rapport entre les 2 personnages qui vont évidemment se brouiller pour se réconcilier. Bien sûr, parce qu'en plus, il y a une sorte on a toujours... Morin, il adore Cervantes, alors on a fait un Don Quichotte et un Sancho Panza, et ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est qu'on l'a jamais dit. C'est-à-dire, quand vous faites un truc comme ça, il ne faut surtout pas dire les noms. Ouais. Par contre, vous en mettez un sur un cheval et l'autre sur une mule. Ouais. Et les gens le ressentent. Voilà, donc là on avance dans l'action, ils sont dans le... Alors, ce qui est marrant là-dedans, c'est que il est censé... Donc, à chaque fois, on essaye de leur dire, mais non, soyez espions, mais non, soyez caïds. Donc on essaye de les ramener vers un genre qui est humainement moins haut, qui sera l'espionnage ou qui sera le polar. Et à chaque fois, lui, Kalitz, le noble, lui, il choisit l'aventure, mais big time. Alors là, il était censé mentir aux gens, en fait, il les galvanise, il part en trip complet, et ça marche. Sauf que son pote était persuadé qu'il leur avait menti, juste pour s'en tirer, pour pouvoir s'enfuir le lendemain. Mais pas du tout, lui-même s'est mis à y croire. Donc c'est à son pote qu'il aurait menti. Et ainsi de suite. Et du coup, on voit que la boule de neige prend, que ça devient autre chose, et que de soldats, ils sont devenus trafiquants, de trafiquants un peu pirates, et de pirates, ils sont en train de devenir des rebelles. Et on voit que les idéaux reviennent et ainsi de suite. Alors que, somme toute, l'autre, il voulait se faire un plan trafic d'armes pour arrêter d'être un demi-sel du panier à Marseille, quoi. Ouais. J'ai choisi cette planche-là aussi parce qu'apparaît enfin la femme. Et la femme, elle est évidemment indispensable dans cette histoire. C'est aussi... Alors, c'est intéressant parce qu'il y a tous les archétypes et en même temps, le jeu... Et le talent et le travail consistent à les détourner. C'est-à-dire que la femme, elle est belle et tout ça, et c'est pas aussi simple que ce qu'on peut imaginer quand elle apparaît dans l'histoire. Donc ce jeu-là, ça veut dire on va leur donner aux lecteurs tout ce qu'ils attendent. Ça fait, je sais pas, je ne sais pas combien de planches et de tomes qu'ils sont ensemble, et puis il faut quand même que la nana arrive, disons, pour parler. Ouais, voilà. Donc j'imagine, c'est le genre de réflexion que vous faites à un moment donné. La femme arrive. Parce qu'il faut qu'il y ait la femme. Alors,
C'est pas une nécessité absolue. On peut trouver des... Oui, mais j'allais dire, juste une parenthèse, sur cette série-là, on sent quand même la volonté, oui. même si c'est plus astucieux que les clichés, etc., la volonté d'utiliser tous les archétypes possibles pour que cette histoire d'aventure ne laisse rien au hasard, quoi. Je veux dire, il faut qu'il y ait tout. Et l'histoire d'amour finira, enfin, on ne va pas le dire, mais... Mais oui, vraiment, on essaye de ne pas bêtement suivre le programme, en quelque sorte, mais il y a un programme. Et alors, même si on n'a pas un plan aussi précis que quelque chose de très verrouillé, thriller, on a quand même un plan. Et on sait que cet homme, il va devenir le prince des rebelles, il va se convertir, et il faut une raison quand même forte, et quelle est... Anissa, qui est une femme sublime, intelligente, qui est une veuve de guerre, l'amour est une très très bonne raison d'épouser les croyances de quelqu'un d'autre. Et donc, elle va devenir le troisième, avec Ahmed, un des 3-4 grands rôles de la série, va être tenu par elle, alors qu'elle a très peu de planches en fait. Et Merwan me disait, il s'est servi son costume est faux, c'est un costume de danseuse algérienne. Mais il a dit, mais elle était tellement belle, j'ai pas pu m'empêcher. Et il me dit, on lui demande sans cesse des dédicaces de Anissa, alors qu'il a une approche très pudique, par exemple, sur elle. Alors que Merwan, il vous fait Léon, pendant ce temps, il se vautre dans la Casbah à Tanger avec des gazelles. Là, c'est pas du tout pudique. Mais avec elle, il a toujours été très pudique, il a refusé une certaine forme d'érotisme. Et elle a une forme de beauté farouche qui nous entraîne ailleurs. Et du coup, elle élève un des personnages et immanquablement, elle le sépare de l'autre. Et là, cette planche-là m'intéresse parce qu'il y a une construction quasiment champ contre champ, si on parle de cinéma. J'avance un tout petit peu parce qu'on n'est pas arrivé au bout. Pardon, je suis trop bavard. Non, ça, c'est l'équivalent BD de plan fixe. Voilà. Si je savais qu'on déborderait parce que tu es aussi brillant à l'écrit qu'à l'oral. Voilà. Alors là, évidemment, la grande scène... C'est la scène des adieux. Alors là, voilà, la posture, elle est... ce couple dans les montagnes, en fait, pour moi, c'est une photo de Gary Cooper et Ingrid Bergman dans Pour qui sonne le glas. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que Merwan Ebedoual, il s'en fiche complètement. Ouais. Et donc, il le dessine pour de vrai. Il ne cherche pas la citation. Je fais quand même une parenthèse qu'il faut faire, c'est quand même... Grosso modo, je me demande si tu aurais été le même scénariste de bande dessinée si tu n'avais pas été le cinéphile fou, en tout cas le cinéphile extrêmement attentif que tu as été. Parce que on remarque dans les commentaires que tu fais, et après quand on regarde les planches, à quel point, et c'est encore plus vrai dans ce qu'on verra après, à quel point le cinéma est inspirateur et de situation, et de personnages, et de cadrage, parce qu'on va parler de mise en scène, et de respiration, de rythme, etc. Sans le cinéma, tu n'étais pas le même scénariste. Clairement pas. Sans le roman noir non plus, d'ailleurs. C'est vraiment les principales matrices, et j'admets, plus que la BD, de ce que j'écris. Les matrices sont dans le roman ou dans le cinéma. Je pense que c'est pas très nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment très. Oui. C'est marqué précis. Chez moi. Je peux vous citer un scénariste, un immense scénariste que j'admire et dont, à mon avis, c'était à l'évidence le cas sur la bibliographie. C'est un Charlier pour Blueberry. On peut faire une historiographie du cinéma et pas que du western. Moi, je vous sors les Blueberry date à date et je vous citerai les titres sans aucun souci de films, et pas que Léon ou Rio Bravo pour L'homme à l'étoile d'argent. Hein. La piste des Navajos vient des canons de Navarone. Moi, j'ai même noté, parce que là aussi, dans l'exposition, il y a la liste des influences et des livres qui ont inspiré, des films qui ont inspiré, des bandes dessinées qui ont inspiré, ce qui est quand même, à ma connaissance, le premier auteur qui liste la totalité de ses maîtres à penser, ou en tout cas de ses inspirations directes. Et j'ai noté, ça c'est à titre personnel, je ne connais pas du tout, Le Dieu d'osier d'un certain Robin Hardy. C'est un film totalement inconnu, mais je disais ça juste comme une parenthèse, parce que ça va jusque-là, c'est pas uniquement les grands classiques. Mais c'est un super film, The Wicker Man. Voilà. Pour en parler avec Dionnet, il adore ce film, c'est lui qui l'a sorti. Je ne connais pas, donc on recommande, si ça existe, en DVD, ça existe, Le Dieu d'osier de Robin Hardy. Juste une parenthèse de plaisir. Mais ne cherchez pas Le Dieu d'osier, cherchez The Wicker Man. Il y a même eu un remake. Et par contre, on était obligé de mettre les titres en VF. Et c'est un film des années 70 avec Christopher Lee qui est excellentissime. Et c'est un film culte des années 70. J'ai appris. Bravo. Ça serve les listes.
Voilà. Donc là, on entre... alors ça, c'est un diptyque, puisqu'il y a 2 tomes. Et moi, je dois dire que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, là, vraiment, Nury, il s'est envoyé en l'air. Quand tu l'as lu, tu t'es posé la question de la véracité de cette histoire, la mort de Staline, les conditions, le déclic, le pourquoi ça se termine comme ça, et la valse hallucinante des prétendants et de l'entourage. Là, on est c'est le grand guignol, quoi. Bah, là, on a mis l'avertissement en disant, mais de toute façon, on n'est pas capable d'être aussi branche que cette bande de mecs. Mais moi, je voulais faire je cherche toujours un peu à droite à gauche, donc je me disais, tiens, Russie, KGB, thriller, espionnage, comme d'hab, quoi, on se documente sans trop savoir. Et je suis tombé sur 2-3 bouquins de mon grand-père qui parlaient de Staline et de sa mort. Et je commençais à lire en me disant, ah ouais, ça a dû donner des gros enjeux de type précisément espionnage, les guerres de succession, tout ça et tout. Et je lis et j'explose de rire. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'était infiniment absurde, horrible, atroce, bien sûr, mais beaucoup plus drôle que sérieux. C'est une farce macabre, quoi. C'est vraiment. Et du coup, ça me fascine totalement. Et comme je suis encore une fois, tu vas dire, je suis rattrapé par ma cinéphilie. Ça me fait immédiatement penser à un titre très particulier qui est Docteur Folamour. Docteur Folamour, à la base, c'est un livre hyper sérieux. Mais Kubrick, qui n'était pas un débile, loin de là, il a développé son truc et il a dit, à chaque fois dans la scène, c'était une connerie, la menace la plus probable. La menace la plus probable à l'ère atomique n'est pas le grand méchant. La menace la plus probable, c'est la bêtise, c'est la connerie, c'est la folie, c'est le dérèglement. Et on voyait que là où il y avait un thriller à la base, c'était une comédie qui nous tendait les bras. Et donc, je me suis contenté de instinctivement essayer d'appliquer ce type de truc à ces événements-là et de retranscrire via un script les émotions, à savoir cette espèce de rire gêné qui avait suscité en moi la folie furieuse des circonstances et conséquences de la mort de Staline. Et après, je me suis dit un autre truc, c'est que, en fait, il y avait une grande logique. La comédie est, à mon avis, le meilleur genre pour parler de la dictature. Et c'est certainement pas moi qui l'ai dit, c'est un grand homme, il s'appelait Charlie Chaplin. Il l'a dit en 1939. Hein, donc, voilà. Et si vous voulez... Et que détestent les tyrans? Le ridicule. Donc, voilà, l'humour est la première forme de résistance. On ne va pas raconter l'histoire parce qu'en plus, on commence à être un peu en retard. Mais il y a quand même des inserts, des moments dans le récit qui sont là pour le coup de la fiction. Enfin, tu y étais pas, je pense pas que tu y étais. Le personnage en question qui est Beria, qui était le grand maître de la police sous Staline, est en train de sauter une nana de manière assez violente quand il apprend la mort, enfin pas la mort d'ailleurs, il est dans le coma d'abord. Beria, c'est le Himmler de Staline. Ouais. Une scène comme ça, c'est le plaisir de la montrer, quoi. C'est pas ça. Il y a 2 caractéristiques de Beria. C'est un homme terrifiant, il a été ministre de l'Intérieur d'une des pires tyrannies du XXe siècle. Et c'est aussi un homme terrifiant parce que ça a été un violeur en série. Et qu'on estime qu'il a fait à peu près 200 victimes. Voilà. Mais on estime ça encore aujourd'hui. Après les purges troutcheviennes, hein, il y a consensus de fait là-dessus. Donc on se dit, waouh, le gars... Et accessoirement, si vous faites la mort de Staline, vous vous apercevez que c'est ce mec-là qui va probablement être le protagoniste. Parce que ça va être lui le plus actif. C'est lui qui gère l'événement. Et donc il va falloir scolter le gars. Et donc... le téléphone sonne et chercher à le rendre sympathique n'est pas une option. Hein, on parle de Beria. Donc on se dit simplement, mais qu'est-ce qu'il faisait quand le téléphone a sonné? Eh ben, il violait une gamine, quoi. Voilà, en gros, c'est ça qu'il faisait. Et que fait un mec comme Beria quand il entend le téléphone sonner en plein viol? Ben, il accélère, il se finit avant d'aller décrocher. Et il ne dit que ça, il dit Beria. Et là, vous avez un petit panneau qui vous dit Lavrenti Pavlovitch Beria, ministre de l'Intérieur. Et normalement, le type, il a dit un mot, et vous savez qui c'est très, très bien, pour la durée du récit. Et page suivante, on lui dit, qu'est-ce qu'on fait de la fille? Il dit, ramenez-la chez elle, mais arrêtez son père. Tout ça est crédible. C'est pas exact, mais c'est crédible. Mais il l'a fait. Il l'a fait suffisamment souvent pour qu'on s'autorise à l'extrapoler sur cette nuit-là. Donc là, vous reprenez, je dis vous, toi et le dessinateur, reprenez le han-han qui servait avant à
à ce qu'il faut faire avec le cadavre, enfin le presque cadavre de Staline. On est en train de violer le corps de Staline. Et alors ça, par contre, ça nous fait très plaisir. Donc ça, c'est quand même, là, voilà, j'allais dire, c'est quand même le plaisir du scénariste et du dessinateur de... Oui, surtout, le en c'est vraiment la pure idée de BD, l'onomatopée de Thierry. Et le fait de le répéter, ça montre bien, voilà, c'est plus que de la viande. Staline, c'est de la viande à ce stade-là. Or, c'est Dieu. Et comment peut-on réduire Dieu à de la viande? Et quand vous cherchez à exploiter ce paradoxe, c'est là que vous obtenez les meilleures scènes. Son fils, qu'il découvre en pleine autopsie, et le gars qui lâche le cerveau de Staline, est une des scènes qui m'a fait le plus gondoler. Ça, c'est inventé, ça, tu y étais pas. Alors voilà, c'est encore une fois, en fait, rien n'est inventé dans Staline, tout est extrapolé. Voilà. C'est une mise en page superbe. On appelle ça de la vérité augmentée, quoi. Donc ça, c'est les prétendants qui sont pas très à l'aise. Là, il y a la manifestation populaire. J'avance un peu. Parce que les foules sont venues saluer Staline. Or, ça fait peur aux tyrans, les foules. Donc, ils ont tiré sur les foules qui venaient saluer Staline. Bref, le mec a encore tiré des gens dans la tombe. Il y a une absurdité démente de cette atrocité. Alors, on passe à autre chose, qui est un livre que, personnellement, moi, je trouve parmi les meilleurs. Enfin bon, vraiment, j'aime beaucoup. Et qui est adapté d'Eugène Sue. Étonnant. Pourquoi Eugène Sue? Comment c'est dans des lectures, tu tombes là-dessus, l'histoire d'un esclave qui... C'est un géant oublié, Eugène Sue. C'est quand même, c'est un type qui n'est pas moindre que... Peut-être pas moindre. Non, mais je veux dire, là, on est dans l'adaptation d'un livre. Jusqu'à présent, on n'était pas trop dans l'adaptation d'œuvres. J'ai fait des trucs en adaptation, mais qui n'avaient jamais été publiés. Mais alors, une adaptation, c'est un très bon moyen d'apprendre son métier. Vous vous demandez pas quoi raconter, juste comment. Et donc parmi mes tout premiers scénarios non publiés, il y avait une adaptation d'un roman dont je n'avais pas les droits. Mais comme ça, on apprend bien le métier. Bon, il se trouve que je lis beaucoup, je lis Les Mystères de Paris, j'adore. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il a fait d'autre dessus? Je lis Atargul, roman complètement méconnu, personne... voilà. Et le roman dessus, il est génial. Et à chaque fois, c'était comme avec Staline. Non, il va pas faire ça. Mais non. Il le fait, c'est pire. Non, mais tu vas pas aller juste... Et il y va, et encore plus loin. Alors je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire avec ça. Et sur le thème de l'esclavage, l'audace de Eugène Sue, il a écrit ça en 1830, quoi. Il écrivait sur l'actualité, lui. L'audace du mec, la férocité sans borne. Et on a essayé d'être fidèle à ça. Et alors, pareil, celui-là, c'est un projet qui est resté dans les tiroirs pendant 3-4 ans, parce que je ne savais pas comment le faire. Ouais, et je ne pouvais pas le faire avec un dessin réaliste. On va parler du dessinateur, parce que tu as fait ça, et Tyler Cross derrière, avec Bruno. Et là, il y a un travail avec le dessinateur qui est très... Bruno a décoincé Atargul comme Sylvain avait décoincé Il était une fois en France. Là, j'ai gardé cette planche parce qu'il s'est amusé quand même à te représenter au milieu, la case du milieu. C'est Fabien Nury qui n'est pas représenté sous les traits d'un homme très recommandable. Non, il a pris le pire mec du scénar et il lui a donné ma tête. Mais il s'est donné une tête à lui-même. C'est assez ressemblant. Hein. Oui. Je précise que le perso auquel il s'est attribué la tête est un anthropophage violeur. Et donc, là on commence à découvrir l'importance, j'allais dire même carrément le volume du personnage, qui est d'abord maltraité, comme on peut le voir, et qui va petit à petit, parce que grosso modo, c'est la revanche de l'esclave, qui a été maltraité et qui va... Et d'ailleurs, qui va, lui aussi, devenir un personnage pas très sympathique. C'est-à-dire que c'est pas le gentil esclave, c'est pas la case de l'oncle Tom, quoi. C'est pas le gentil esclave qui devient... Et jusqu'au bout, c'est un personnage qu'on a du mal à aimer complètement, parce qu'il se conduit assez monstrueusement. L'audace principale du roman est qu'il vous parle d'un esclave qui choisit la vengeance plutôt que la liberté. Il ne vous parle pas d'une révolte, il ne vous parle pas d'une rébellion, il vous parle d'une vengeance d'esclave sournoise. Et quand la liberté lui est offerte, il choisit de rester esclave tant sa haine est forte pour assouvir sa vengeance. Et c'était ça, la principale audace. 9 récits sur 10 concernant l'esclavage sont des histoires de rébellion. Celui-là de dignité, quoi, en quelque sorte. Oui, regain de la dignité, ou alors vous avez l'histoire de procès. Là, non. Non. Pour les détruire, il faut rester proche d'eux. Là, c'est le déclic où il voit un esclave pendu et qui va le faire basculer dans la vengeance. Voilà. Et c'est son père. Et là, il passe son temps. Et donc, alors, un truc qui est très intéressant avec Atargul, le personnage est donc un personnage de traître à la Iago. Les méthodes qu'il emploie sont assez sournoises. Et normalement, on imagine un petit blanc. Ouais. C'est con, hein? Et pas un grand noir. Non. Ouais.
Et est-ce que ça veut pas dire qu'on prend les... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un type qui est noir et grand, il n'a pas le droit d'être sournois? Il n'a pas le droit d'être méchant ou intelligent? Ah bon? Alors c'était intéressant, c'était encore une des audaces du récit que d'arrêter avec... Ça c'est Gensu, ça, c'est pas... Oui, oui. mais Je veux dire, c'est pas vous qui avez tiré le personnage vers ça. Le truc de pouvoir le mettre en image le rendait encore plus évident. Et alors c'était vachement intéressant de travailler ça. C'est-à-dire que tout le monde croit que c'est le bon gars. Parce qu'il y a deux formes de racisme. Vous avez le premier racisme barbare et vous avez le deuxième qui est un petit peu plus insidieux, qui est le paternalisme. Ouais. Et c'est un pamphlet anti-paternaliste, en fait, qu'avait écrit dessus. Alors, j'ai gardé cette planche pour une raison. D'abord, elle est inattendue par rapport à l'action. Et deuxièmement, il y a des serpents dans... Je ne vais pas dire tout est récit, mais dans beaucoup de récits. Il y en a un notamment dans le prochain, Tyler Cross. Il y en a même, j'en ai même repéré un ou deux dans d'autres. Je ne sais pas d'où vient le... Je ne suis pas psychanalyste, mais le serpent, le serpent joue, en tout cas dans celui-là et le prochain, dans le suivant, joue un rôle métaphorique, parabolique. Le suivant, celui de Tyler Cross, il est beaucoup plus drôle. Ouais, on le verra. Il est plutôt mieux. Non, mais c'est ça, parce que j'avais repéré, je ne sais pas pourquoi il y a toujours des serpents dans les livres de Fabien Nury. Je ne suis pas responsable de celui-là, il était dans le, il était dans le livre. Mais c'est des images hyper symboliques. C'est marrant, ça. Voilà la jeune femme pure qui dort, le serpent qui se glisse dans le lit. Oui, j'allais dire quand même, il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 psychanalyses pour se dire qu'il y a quelque chose. Bon, voilà, et en même temps, on revient au biblique. Et là, on est dans la vengeance. Là, ça y est, voilà. Donc, et alors, il n'y a aucun élan libertaire. Ça aussi, il fallait qu'il n'y ait aucune jouissance de la liberté. La vengeance est moche et ne fait aucun bien et détruit autant son auteur que ses victimes. Et là, je pose juste une question. Cette planche-là, par exemple, le scénariste que tu es, il l'a décrit précisément, où là, quand même, il y a un échange, un aller-retour avec le dessinateur pour décider de créer le mouvement de cette manière-là, parce que c'est un découpage extrêmement... brillant, je trouve. Et là, il y a beaucoup de Bruno là sur une planche comme ça là. D'une manière générale, sur des scènes, sur des planches muettes, tu as ton mot à dire, si j'ose dire. Oui, une planche muette peut être extrêmement découpée au scénario. C'est encore une histoire de rythme. Il a schlack, schlack, schlack. Le gars est à terre, il prend le temps. La question c'est à quelle vitesse allez-vous lire la page? Les trois premières, vous les lisez hyper vite. Ah, puis la grande, elle fait durer un peu la scène. Et après, ça repart hyper vite. Et après, ça y est, il est mort, et on est sur le début d'incendie. On en revient à ce que je disais sur la pub. C'est le rythme qui captive votre attention ou pas. C'est à ça que je voulais venir avec Tyler Cross, le prochain, avec le même Bruno, où je trouve que le rapport scénariste-dessinateur, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, mais visiblement très bien, mais où là, ton rôle... j'allais dire, dépasse celui du monsieur qui écrit la scène et les dialogues, et qui vraiment est partie prenante dans la mise en scène, parce qu'on est dans un genre cinématographique, des cadrages cinématographiques, des rapports de plans cinématographiques, c'est quasiment un découpage de film. Alors je voudrais savoir ce que tu vas en dire. Donc Tyler Cross, c'est un film qui déroule dans les années 50, un thriller doublé d'un... Enfin, c'est toujours doublé de quelque chose, tes scénarios. Disons thriller, film noir, années 50, très très inspiré, alors là pour le coup, inspiré directement par le cinéma, quasiment planche après planche, on pourrait... Pas moi, parce que j'ai pas cette culture aussi développée, mais les cinéphiles purs et durs diraient ça c'est tiré d'eux, celui-là de tel film, etc. D'ailleurs, sur certains, tu l'as même dit toi-même. Donc là, on est dans une déclinaison d'un univers visuel qui est celui du cinéma des années 50. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou est-ce que c'est réducteur? Oui, ça l'est, parce que c'est un peu plus que ça, mais la matrice, c'est quand même ça. Non, parce que c'est mon bouquin, mon bouquin le plus littéraire. C'est-à-dire que la matrice, la vraie, au-delà, la raison d'être, il y a effectivement tout ce cinéma-là, mais c'est le roman noir. Ouais, bah oui, non, mais il y a aussi le roman noir, j'aurais dû dire. Notamment, c'est Hamet, c'est La Moisson Rouge, c'est Richard Stark, c'est tout le hard-boiled. Un inconnu arrive en ville, dresse les gens les uns contre les autres, ainsi de suite, ces histoires de braqueurs, c'est William Burnett. Et en fait, il y a énormément de choses. Par exemple, ça... On va dire que c'est une scène qui est considérée comme cinématographique. Vous voyez bien les cadres en scope, l'explo, le montage hypercut au milieu. Ouais, mais c'est aussi la première fois qu'on se permet perpétuellement un narratif qui n'est pas une voix off. C'est-à-dire que c'est un narratif à la troisième personne.
Et au milieu du récit, carrément, on changera de protagoniste, c'est-à-dire qu'il y a un narrateur omniscient qui vous dit pas, c'est pas Tyler Cross, c'est pas je me demande comment je vais m'en sortir, c'est Tyler Cross se demande comment il va s'en sortir. Un narrateur qui est froid et objectif. Et le basculement est justifié par quoi? Par la clause de style. C'est le roman. Et ça vous permet de renforcer l'effet cinématographique en utilisant une arme qui n'est pas une arme de cinéma. Parce qu'en fait, ça vous permet d'éviter toutes les cases molles. Toutes les cases, il y a un peu ce qu'on appelle les ouvertures de porte, les faut que je te parle, tous les dialogues à la con, toutes les cases molles, tous les trucs sautent. Et on peut avoir du narratif qui sera ironique ou lyrique. Et du coup, vous pouvez, à l'inverse, ça libère énormément le découpage, ce qu'on va appeler la mise en scène purement cinématographique, parce qu'elle est dénuée de toute notion de raccord. Tous ces trucs de s'il est entré, il faut bien qu'il ressorte, etc., n'ont plus lieu d'être, puisqu'il suffit de mettre une phrase. Dans le cinéma aussi, quand même. Ils ont appris à ne pas fermer une porte qui a été ouverte. Ça existe. Il y a toujours des ellipses. Mais là, par exemple, vous avez typiquement. Tout le truc célèbre en tagout de sang, Tyler sent qu'elle est morte avant même que sa tête ne tombe en arrière. Tout ça, c'est le fait de coller cette scène des allumettes, les chevrotines explosent et lui font sauter la tête, pas de dents, pas d'empreinte, pas d'identification. Tant pis pour le romantisme. En langage de flic, si J. Harper était une relation connue de Tyler Cross, ok, c'est du roman, ça. C'est pas du tout du cinoche. Et avec Bruno, c'était marrant parce que je lui ai écrit un traitement. Et on s'est aperçu qu'il fallait qu'on garde énormément de choses qui n'étaient ni des dialogues, ni des descriptifs d'action, et que donc on allait utiliser ce narratif. Et alors, bien sûr, après, il y a un million... Là, le découpage, le haut de la planche, toute la première moitié, c'est du plan par plan, une scène du film Les Professionnels de Richard Brooks. Oui, donc je ne me trompais pas complètement en disant qu'il y avait la référence. Il fallait bien que je te dise non au début. Et par contre, le bas de la planche, le coup des chevrotines, c'est dans American Tabloid d'Elroy, et le coup des allumettes qui crament et qui rappellent des corps, c'est dans Le Soleil qui s'éteint de Robin Cook. Donc c'est deux romans pour un film. Ah, ouais. Le roman gagne, le roman mène. Juste, quand tu arrives à cet endroit-là de l'action, tu penses, tiens, Robin Cook, tiens, machin Non, ça vient naturellement, j'en lis depuis toujours, ça vient vraiment naturellement. Ouais. Après j'ai fait l'exercice parce que comme c'est un récit hyper référencé, le genre gangster, je savais que beaucoup de gens allaient venir me parler de Tarantino et des frères Coen. Ouais. Respect, hein, mais il se trouve que ça venait pas de là. Alors, c'est antérieur. C'est antérieur. Alors du coup, pour une édition noir et blanc, j'ai joué au jeu de reprendre le bouquin et de dire, on va les lister, ces références. Et comme ça, c'est un peu comme comme ça, si les gens ont envie d'aller en cuisine, s'ils ont envie de lire les bouquins ou de regarder les films concernés, ils peuvent. Ouais. Et d'ailleurs, je dis que les influences, la liste, on peut les lister dans l'exposition aussi. Celle-là... Typiquement des réflexions de romans. Là. Voilà, le type s'aperçoit qu'il est en train de se faire piéger parce que on lui a loué une chambre toute la nuit pour un prix où, franchement, dans un hôtel de passe, c'est pas du tout rentable. Donc, il y a anguille sous roche. Il est un peu Jacques Palance, je trouve, physiquement. Il est très Jacques Palance. Moi, au début, il y avait encore du cinéma. Hein. Il y avait Bogart. Ah, je te lâcherai pas là-dessus. Non, parce qu'au début, en fait, Bruno, il voulait faire un truc à la Charles Bronson. Et j'ai dit, OK, pour les rednecks, le Texas des Ploucs, ça me plaisait bien. Mais je ne pouvais pas avoir un héros à la Charles Bronson. Alors, on a proposé de décaler ça dans les 50s et de mettre plutôt Humphrey Bogart. Et Humphrey Bogart, il ne va pas très bien au dessin de Bruno, etc. Mais c'est pas une carrure. C'est pas une carrure. Il ne prête pas à la BD. Et il y avait un film qu'on adorait, il s'appelle High Sierra. Et ce film a fait l'objet d'un remake avec Jack Palance. Je l'ai vu. Ah, La peur au ventre. Voilà, c'était un très beau film aussi, d'ailleurs. Et à la fin, d'ailleurs, la couve de Tyler Cross est un hommage à la couve en composé. Voilà, en composite. Est un hommage à l'affiche de ce film avec Jack Palance. Donc là, on est dans l'action. Ouais, c'est voilà, le serpent. Ah ouais. Voilà. Alors, le serpent qui parle. Hein. Ah, et ça, c'est dur à faire au cinéma. Oui, dans la vie aussi. Je veux dire. Oui,
Mais on a le droit en roman. Et il y a donc un auteur que j'admire énormément, c'est Donald Westlake, qui s'appelle aussi Richard Stark. Quand il est méchant, il s'appelle Richard Stark. Quand il est gentil, il s'appelle Donald Westlake. De toute façon, c'était un très grand romancier qui est mort récemment, il y a 3-4 ans. Et dans un des derniers romans les Richard Stark, c'est une série qui s'appelle Parker, sur un gangster justement. Et dans un des derniers, il y a tout un chapitre entier qui décrit la vision du monde et les dernières heures d'un perroquet. Et ça cartonne. Donc ça, c'est directement inspiré. Et donc, comme nous, on était dans un changement de point de vue, etc., et qu'il y avait ce serpent qui venait d'une autre source, etc., et on s'est dit, mais faisons penser le serpent. Et parce que bon, on avait une scène d'évasion qui n'était pas forcément la meilleure séquence du monde, mais vue par le serpent, elle était bien plus marrante, bien plus forte. Et il y a quelque chose de jubilatoire, quoi. Le serpent s'appelle Chéri. Chéri est libre, Chéri vole. Chéri se régale, il crache tout ce qu'il a, et son âme de reptile bouillonne de reconnaissance envers cet inconnu, son sauveur, son frère de sang-froid. C'est super cool parce que vous pouvez être à la fois rigolard et lyrique. Et ce type de choses inspire quelqu'un comme Bruno. Et je pense que c'est presque le meilleur Tyler Cross, visuellement, celui du bas, de la... Tu veux dire le personnage, la représentation du personnage, avec la main au premier plan. Et la main au premier plan, parce que Bruno, ce que j'appelle une sorte il a un humour très noir. La majorité des mecs qui dessinent la case oublieraient de mettre la main. La main n'est pas esthétiquement très belle, quoi. Mais lui, il n'oublie pas la main. Et c'est beaucoup plus rigolo avec la main. S'il est à vendre. Et donc ça, c'est une violence qui ne fait pas du tout mal, vous voyez. Ouais. Mais enfin, il y a quand même un serpent, donc je m'interroge toujours sur... Donc là, on est dans le cinémascope avec les jeux sur les tailles de plans. On est vraiment dans le cinéma. J'insiste lourdement. Non, on est dans le roman en cinémascope. La BD permet de faire ça. Ouais. Parce que je ne vais pas encore vous relire tous les narratifs, mais vous voyez bien qu'il y a des pavés de texte qui racontent la vie d'un mec. Et par exemple, quand vous commencez une scène par Joe Bidwell n'a jamais eu de chance avant de repartir en arrière, ça, c'est typiquement des outils de roman américain. Et ça permet de pas du tout raccorder. On est dans l'image d'Épinal. Bon, là, on est dans le dialogué classique. Enfin. Voilà. Alors, on a essayé de jouer avec il y a une misogynie du roman noir. Il faut le savoir. Entre Loi Blanche et La Femme Fatale, il existe une misogynie du roman noir. Alors, nous, on s'est vautré là-dedans avec plaisir, joyeusement et avec délectation, en sachant que c'est elle la future gagnante de l'histoire. Ouais. Et à partir de là, on pouvait lui faire endurer tout ce qu'on voulait, etc. Les gens nous ont beaucoup parlé d'une scène où elle endure des choses pas bien. Des choses pas bien. Et personne n'est venu nous parler de la scène où elle devient en quelque sorte une meurtrière de masse, ce qui est encore partie prenante dans notre réflexion sur la violence. C'est-à-dire qu'elle provoque un crash ferroviaire de première grandeur et tout le monde s'en fout. Il va y avoir une suite. Hein. Elle est écrite, elle est dessinée. Oui, elle est écrite, elle est presque intégralement dessinée. Elle sort à la fin de l'année, c'est ça? Oui, il va être en et on va aller très vite parce que je vois qu'il est 16h25 et qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Donc juste un mot sur Mort au Tsar. J'allais dire on en reparlera l'année prochaine, oui, parce qu'il y a un deuxième tome qui est sur le feu lui aussi. Donc simplement repartir dans l'histoire et l'ironie de l'histoire, puisque en très gros, le massacre qui va suivre, là on est au tout début, le massacre qui va suivre vient du fait que le tsar jette ou lâche par mégarde son mouchoir, ce qui est le signe pour commencer à fusiller les manifestants. On va un peu vite parce qu'il reste 5 minutes apparemment. Donc là aussi, c'est le portrait. Là aussi l'histoire, l'histoire réinterprétée, rejouée, redimensionnée. Dans un angle avec des très belles scènes de... je précise, c'est avec Thierry Robin avec qui on a fait Thierry Staline, Robin. Simplement, et pour le dire de manière claire, c'est le deuxième volet d'une sorte de cycle de 4 albums sur la folie russe, quoi. Voilà, il y aura La mort de Staline et Mort au Tsar, c'est deux diptyques, et ça vous raconte une forme d'excès dans l'histoire, à la fois drôle, grand et tragique, qui pour nous n'appartient presque qu'aux Russes, et qui se répète sous 2 tyrannies différentes, celle de Staline ou celle des Romanov. Avant de passer la parole à la salle, s'il y a des questions ou des commentaires, je voulais juste te demander ton rapport avec les dessinateurs. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a un style Nuri avec des dessinateurs qui souvent n'ont rien à voir ensemble, ou en tout cas ont des personnalités graphiques très différentes. Comment toi tu fais le lien avec tout ça? Parce que tu ne travailles pas avec les dessinateurs de la même manière, suivant ce qu'ils sont...
je suis heureux et chanceux dans la mesure où la plupart des dessinateurs avec lesquels j'ai travaillé sont devenus des copains. Donc ça veut dire qu'on a des bonnes relations et qu'on a des relations humaines, créatives, plutôt intenses et durables. Et ça, c'est très très important. Après, je pense qu'on s'entend bien aussi pour une raison technique, c'est que si j'ai un style, c'est purement un style narratif. Ils dessinent comme ils le veulent. Et si on bosse ensemble, c'est que j'aime leur dessin et j'ai confiance en leur dessin. Et je ne les embête à peu près jamais sur le dessin. On parle découpage. Ils ont le droit de m'embêter sur le récit. J'ai le droit de les embêter sur le découpage. Mais le dessin, je respecte leur dessin autant qu'ils respectent mes dialogues ou... je voulais juste citer pour finir, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Pierre Allary, donc, qui a dessiné la série Silas Corée, dont le premier tome du 2e cycle vient de paraître. On n'en a pas parlé parce qu'il y a beaucoup de choses et qu'il fallait faire des choix, mais j'aime bien sa phrase qui dit, à propos du travail avec toi, « Je n'ai jamais autant travaillé, c'est grisant et épuisant, ce n'est pas quelqu'un qu'on trompe avec un bon dessin. » Donc en gros, ils ne sont pas là pour rigoler, les dessinateurs. Ben, on fait de notre mieux et on essaye d'être exigeant et d'être aussi exigeant avec soi-même qu'avec autrui. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup embêté Pierre, par exemple, mais Pierre est quelqu'un de très généreux et très joueur. Il n'avait pas le choix. Ouais, mais non, mais la question est celle de l'adhésion au résultat. Si vous êtes sur une activité créative, si vous sentez que vous commencez à faire des compromis, etc., très bien, il faut continuer, il faut être pro, mais il faut essayer de prévoir la fin le plus proche possible. Ça veut dire que c'est fini, en fait, c'est déjà fini. Vous devez boucler en tant que pro. Si, au lieu des compromis, vous avez des adhésions, si chacun a le sentiment un petit peu de percer son plafond, alors ouais, là, faut continuer beaucoup plus longtemps. Et je crois que dans les meilleurs des cas, on a réussi à percer quelques plafonds ensemble avec chacun de ces gars. Et comme je respecte leur style, et je crois pas qu'ils aient de problème, c'est-à-dire j'ai jamais demandé à l'un de dessiner comme l'autre. Le but, c'est qu'ils dessinent comme eux-mêmes. Par contre, sur la narration, là, on discute, ouais. Eh ben, je propose qu'on salue, comme il le mérite, Fabien Nury et bonne suite de festival.